Merci à tous. Alors, j'avais pas prévu, mais regardez, j'ai mis le t-shirt à l'effigie du vélo. Voilà. Alors moi, je suis plus un piéton qu'un cycliste, mais voilà. Enfin, en tout cas, je sais pas si je fais complètement mes 5000 pas par jour, mais je dois être plutôt dans les bons élèves. Même s'il faut, si j'ai bien compris, s'améliorer encore plus. Alors, moi, je vais vous présenter ce qu'on fait dans le cadre de l'Observatoire des mobilités au niveau de l'agence. Donc l'agence d'urbanisme, qui est une association qui regroupe un certain nombre de collectivités territoriales de la région clermontoise. Donc là, vous en avez une illustration à travers la carte. Globalement, notre périmètre d'intervention, même s'il est globalement mouvant, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le territoire du pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, c'est-à-dire un bassin qui, outre Clermont, va chercher la zone de Vichy, Thiers et Issoire pour simplifier à l'extrême. Notre but, c'est de fédérer un certain nombre d'acteurs. Alors, on est plus sur les acteurs, je dirais, institutionnels, mais on cherche aussi progressivement à toucher des acteurs associatifs. Je sais qu'à une époque, on avait travaillé avec Corinne Prasnowski. Donc je ne sais pas si elle est toujours dans votre équipe. Voilà. Voilà. Après, bon, les périodes de confinement, ça n'a pas aidé à faire marcher les réseaux, hein, même si la visio existe, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est si on regarde, bon, vous le verrez quand vous aurez le PowerPoint en version, enfin, sur votre écran. Le grand rond, c'est les partenaires que nous avons dans cet observatoire. Donc on a une première bulle qui est ce qu'on appelle dans notre jargon les EPCI, c'est-à-dire les communautés de communes, communautés d'agglomération et métropoles. Les bulles suivantes, c'est les syndicats de transport. Donc il y a le SMTC à Clermont, il y a l'équivalent à Thiers, puisque c'est une entité qui chapeaute pour la compétence transport Thiers et le ZOO. On a également la Chambre de commerce et d'industrie. On a d'autres. Ensuite, on a les parcs naturels régionaux qui sont aussi nos interlocuteurs. On travaille avec les services de l'État. On travaille avec les grandes entreprises de mobilité comme la SNCF qui est dans cette salle aujourd'hui. Et puis également avec des associations qui sont comme l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà au niveau acteur. Ensuite, donc le but, c'est de fédérer cette communauté autour d'une connaissance partagée sur la question des mobilités. Et après, j'irai là, c'est plus notre rôle comme on appelait à une époque, de secrétariat permanent de l'Observatoire, de apporter de la matière via un certain nombre de publications, mais ça peut être aussi des vidéos, ça peut arriver, ou ça peut être du film. Voilà. Donc, mais principalement, c'est vrai qu'on fait plutôt de la publication. Donc, par exemple, là, je donne la première ligne, c'est ce qu'on appelle des fiches partenaires ou des fiches territoires. Donc, c'est des données clés sur, par exemple, ben là, je vous fais un zoom sur la métropole de Clermont. Donc effectivement, c'est un chiffre qui a été rappelé. Voilà, autour de 60% des déplacements sont faits en voiture dans l'agglomération de Clermont-Ferrand et assez représentatif de la moyenne nationale. Ensuite, on a 3% des actifs qui travaillent à vélo. Autre chiffre clé, souvent on met en avant que c'est le domicile-travail qui est le principal motif, mais en fait c'est aller faire des achats. C'est le premier motif de déplacement en nombre comment dire, de nombre de fois qu'on le fait. Par contre, si on le rapporte à la question kilométrique, c'est bien le travail, parce que c'est bien pour aller au travail qu'on se déplace sur les plus longues distances. Et c'est pour ça aussi que, comme la distance moyenne pour accéder au travail est de l'ordre de 7-8 km, c'est pour ça que c'est sur ce mode-là, enfin, c'est sur ce motif-là que la voiture est le mode le plus utilisé. La voiture est utilisée à 80% des cas pour aller accéder au travail. Et malheureusement, c'est assez vrai où qu'on habite, hein, qu'on habite en ville ou qu'on habite dans les zones périurbaines.
Autre chiffre clé, alors qui a peut-être un peu évolué vers la baisse, c'est la fréquentation du tramway sur Clermont, qui est de l'ordre de 70 000 voyageurs jour, mais ça devait être avant. Mais ce que je pense qu'il n'a pas changé, par contre, c'est que ça pèse toujours à peu près 50% de la volumétrie du trafic du réseau clermontois. Et puis, je voulais rappeler qu'il y avait 5 parkings relais, 10 gares dans la métropole, enfin, etc. Bon, ça, c'était pour vous donner quelques chiffres et voir des illustrations de ce que peuvent être nos publications. Donc, on anime un certain nombre de réunions qui réunissent un certain nombre de partenaires qui sont d'ailleurs dans cette salle. On a pu croiser des éléments avec d'autres thématiques, et donc c'est pour ça que ma collègue va venir vous parler de l'écosystème des mobilités dans quelques instants. Et puis, on a pu apporter des éclairages sur des sujets d'actualité. Donc là, c'est toute la bande de publications qui sont en bas. Alors ça va, la première à gauche, c'est la question du MAS, Mobility as a Service, qui est, je crois, l'objet de la conférence qui est en parallèle. La publication suivante, c'est la question de la zone à faible émission. On a une publication sur cette question-là. La publication suivante en bleu, en dégradé de bleu, c'est la question de la prise de compétences mobilité par les communautés de communes. Et puis après, on a un ensemble de publications qui était un sujet d'expertise sur la question du vélo, qui a été fait il y a 2 ans. Et puis, les publications les plus à droite, c'est sur la question des énergies, et j'aurai l'occasion de reparler de ça tout à l'heure. Voilà. Pour finir, on intervient via cet observatoire dans plein de réflexions qui touchent aux mobilités sur le territoire, que ce soit le stationnement, la logistique urbaine, le lien mobilité-urbanisme, le schéma cyclable, etc. Et notre atout, c'est de pouvoir apporter des croisements avec d'autres thématiques. Et là, je vais vous présenter, ma collègue va vous présenter des éléments sur ce qu'on a fait en partenariat sur l'écosystème des mobilités. Sylvie Lavigne, qui prend la suite. Et bienvenue à vous. Merci Sébastien, très clair. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Donc effectivement, je vais vous présenter l'écosystème de la mobilité. Donc moi, pour le coup, j'anime l'Observatoire économique. L'agence d'urbanisme anime 5 observatoires, et dont l'Observatoire économique. Et dès 2018, nous avons souhaité faire un travail un peu plus transversal entre thématiques, parce qu'effectivement, chacun travaille sur ces thématiques. On s'était dit, effectivement, pourquoi pas faire travailler les acteurs économiques et les acteurs de la mobilité pour identifier de façon un peu plus juste et exhaustive cet écosystème de la mobilité. Donc c'est une démarche effectivement qu'on a initiée parce que on brasse beaucoup de données à l'agence d'urbanisme, et on s'est très vite confronté à un travail statistique qui peut parfois donner une lecture assez biaisée de ce qu'est un écosystème, que ce soit l'écosystème des mobilités, l'écosystème numérique, parce qu'on a travaillé sur différents écosystèmes. Donc là, sur l'écosystème de la mobilité, on s'est dit, effectivement, on veut avoir un outil qui interpelle l'ensemble des acteurs et qui nous permettent d'avoir un outil d'aide à la décision. Bien sûr, de connaître la diversité des acteurs, et on le verra, pour avoir quelque chose de plus exhaustif et pour les mettre en lien, il faut connaître cette diversité des acteurs. Bien sûr, avec ma casquette plus économiste, l'idée c'était de mesurer le poids économique de la filière, parce qu'on sait que c'est des indicateurs très intéressants et importants, notamment pour les élus, pour d'objectiver ce poids économique, et bien sûr de suivre l'écosystème pour avoir un petit peu les signaux faibles et comment il évolue, et anticiper ces mutations de cet écosystème. Je vais vous passer très rapidement sur la méthodologie. Effectivement, d'habitude, on travaille uniquement sur des codes d'activité pour avoir des cœurs de métier, etc. Là, on a fait vraiment un travail à la dentelle. On a croisé différentes bases de données. Ça, c'est notre métier à l'agence, on sait faire, mais on a fait beaucoup d'entretiens
On a mobilisé le réseau local et on a fait une veille presse importante pour justement détecter ces signaux faibles et voir quelles étaient les entreprises qui arrivaient, par exemple, sur ce marché de la mobilité et qu'on n'avait jusque-là pas repéré dans les bases de données. Et bien sûr, on a fait travailler ensemble les deux comités techniques qui étaient très intéressants parce que pour le coup, les techniciens économiques, les développeurs économiques ne croisent finalement que très peu les techniciens de la mobilité. Et ça a permis d'avoir quelque chose d'assez riche en termes d'écosystème. Si on regarde un petit peu pourquoi disposer d'un outil d'aide à la décision, parce qu'effectivement, il faut pouvoir se positionner en tant qu'écosystème de mobilité à la fois par rapport aux autres écosystèmes numériques. On a beaucoup travaillé sur l'écosystème numérique, sur l'écosystème sport. On parlait tout à l'heure justement du lien mobilité, santé, etc. Donc voilà, donc comment on se positionne et comment on positionne cette filière mobilité par rapport aux autres écosystèmes. Quels sont aussi donc ces signaux faibles, quels sous-segments commencent à perdre des effectifs salariés ou etc. qui nous donnent, qui interpellent les élus pour savoir quelles mesures mettre en place. Donc c'était intéressant et aussi de disposer d'un outil de marketing économique parce qu'effectivement quand un investisseur veut s'implanter sur le territoire, le fait qu'il ait en vue tout l'écosystème des mobilités permet de voir des potentiels partenaires, des potentiels fournisseurs, des potentiels sous-traitants et une zone de chalandise aussi. Donc, d'où l'idée effectivement de cet écosystème. Bien sûr, je vais vous parler du poids économique, c'est identifier les relais de croissance et les faiblesses. C'est ce que je vous disais en termes de signaux faibles sur les chiffres d'affaires, et comment les entreprises se repositionnent. On vient de subir une crise sanitaire et économique et comment l'écosystème réagit par rapport à ça. C'est des choses qu'on peut interroger via l'écosystème des mobilités. Voilà, on se positionne bien sûr par rapport aux autres écosystèmes des mobilités. Cette méthodologie est exactement celle qu'a fait notamment l'agence de Rennes sur l'écosystème de mobilité. Donc du coup, on peut aussi se comparer à l'échelle nationale. Je vous parlais aussi de connaître l'ensemble de la diversité des acteurs parce que l'idée, et notamment à l'agence, à l'Observatoire des mobilités, mais aussi dans les pôles de compétitivité, l'idée c'est de trouver des synergies entre universitaires, entreprises, etc. Pourquoi pas mettre en place des projets collaboratifs, répondre à des appels à manifestation d'intérêt, etc. Donc l'idée c'est de connaître l'ensemble des territoires et des acteurs pour avoir cette représentation. Vous voyez l'écosystème, il y a un gros volet entreprise. Effectivement, on a beaucoup travaillé à la fois par territoire et par filière. Et alors là, je ne vais pas vous présenter tous les chiffres parce qu'on peut y passer la matinée, mais on a fait beaucoup de production cartographique sur les effectifs salariés, avec 100 Michelin, bien évidemment, pour avoir une lecture à l'échelle du pôle métropolitain, avoir les évolutions de ces effectifs salariés. Et l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de bien suivre cet écosystème pour voir ces mutations et ces changements. Donc après, on a fait aussi beaucoup de travail par filière. Justement, on parlait tout à l'heure de numérique, d'intelligence artificielle, de voir effectivement, est-ce que sur notre territoire, il y a des initiatives de cet ordre-là qui arrivent chez nous, comment ça se fonctionne, etc. Donc, on voit vraiment les signes faibles de cet écosystème et les relais de croissance. Et on voit effectivement que les questions de mobilité décarbonée, de numérique, etc., apparaissent très rapidement et que du coup, l'écosystème de mobilité est dynamique et pertinent. On a bien sûr fait tout un travail sur le paysage associatif pour repérer effectivement tous les acteurs de l'écosystème. Voilà. On a fait bien évidemment, parce que quand on parle de structuration de filière, l'aspect formation-recherche est très important. Donc on a identifié toutes les formations et tous les laboratoires de recherche qui travaillaient sur le territoire, parce qu'on sait aussi, et notamment en économie et bien sûr dans l'écosystème mobilité, il y a
de forts enjeux d'adaptation des formations aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages, et comment effectivement, une fois qu'on a détecté nos signaux faibles, quels sont les besoins des entreprises en matière de formation pour effectivement réadapter ces acteurs et les formations, parce qu'on a toujours un temps de latence un peu important qui fait que souvent nos entreprises ne trouvent pas les bonnes compétences au moment où il le faut. Donc on a vraiment repéré tous ces acteurs-là. On a fait aussi, je vais le passer rapidement, une cartographie des lieux pour avoir une idée de tous les lieux de mobilité, les têtes de réseau, bien évidemment les pôles de compétitivité, les syndicats professionnels, les clusters, tout ça pour effectivement toujours la mise en synergie, les structures d'accompagnement. Donc il faut voir cet écosystème vraiment comme un outil à interroger par les territoires, par les partenaires. À chaque fois qu'il y a une question, on peut interroger l'aspect économique, l'aspect associatif pour essayer de répondre aux attentes et aux besoins notamment des collectivités pour adapter les politiques d'accompagnement. Voilà très rapidement l'écosystème des mobilités. De la chance qu'on a d'avoir cette agence, hein, je le dis parce que ça n'existe pas partout. Et c'est quand même une source d'information extrêmement, extrêmement précieuse. Et dans l'ambition Orbimob que l'on a de faire en sorte que les progrès s'améliorent, etc., il est évident que l'Observatoire va jouer un rôle extrêmement important. Hein. Je pense que c'est absolument essentiel de pouvoir dire des actions sont menées, on a la volonté d'accélérer. Eh bien oui, c'est visible et de pouvoir, je dirais, en témoigner auprès des citoyens. Je pense que c'est un outil extrêmement important à la fois pour prendre de bonnes décisions et pour assurer ensuite la satisfaction que les citoyens sont en droit d'attendre en se disant on a fait telle chose, et bien ça s'est traduit par une véritable amélioration. Et puis cette connaissance fine du territoire, c'est absolument essentiel. Donc un immense merci. Et évidemment, c'est un outil formidable pour aider au travail des AOM. Hein. On va avoir le plaisir maintenant d'accueillir Jean-Yves Bécler, qui est directeur de SMTC, comme vous le savez. Et SMTC a donc la responsabilité de cette autorité organisatrice des mobilités. Donc c'est une responsabilité très très importante au niveau de la métropole. Jean-Yves va nous expliquer effectivement ce qu'il en est. On se donne 10 minutes pour ça, donc on va vraiment rentrer. Mais la création des autorités organisatrices de mobilité, ça ne s'appelle plus d'ailleurs les autorités organisatrices de transport, mais bien de mobilité. C'est quand même assez différent. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de considérer les mobilités dans leur ensemble, sur l'ensemble du spectre. Et voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Yves, que je remercie à nouveau d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose quelques diapositives pour présenter le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, qui est donc l'autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial, qui comprend aujourd'hui 23 communes, les 21 communes de Clermont-Auvergne Métropole et les 2 communes de Pérignat-sur-Allier et Murs-sur-Allier. C'est donc un ensemble territorial qui fait 300 000 habitants. De façon très simple, il faut commencer par situer ce qu'est une autorité organisatrice de la mobilité. C'est donc d'abord un syndicat de tête, c'est-à-dire un syndicat de communes qui décide sur un territoire d'organiser les transports, les déplacements. Ce syndicat comporte aujourd'hui 31 élus, un président, François Rache, qui est aussi le maire de Cournon d'Auvergne et le premier vice-président de la métropole. Sur les 31 élus, 29 sont issus de la métropole et puis 1 pour chacune des 2 autres communes. Et puis le syndicat, c'est aussi une structure administrative. Cette structure administrative comptait sur cette diapo 52 personnes. Elle en comporte aujourd'hui un peu plus parce que nous avons lancé un grand projet dont on reparlera tout à l'heure. Sous ce syndicat de tête, il y a également un établissement public industriel et commercial qui est en fait une structure séparée et c'est elle qui, chaque jour, fait rouler les bus et les tramways dans notre agglomération. Donc cette régie s'appelle T2C, comme Transport en commun clermontois. Elle comprend elle-même 21 administrateurs qui sont pour l'essentiel issus du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun, 17 sur 21, et elle représente 870 ETP. Là aussi, ce sont des chiffres qui vont évoluer dans les années à venir avec l'augmentation de l'offre.
Ce rapport entre la quantité de personnes travaillant au syndicat et la quantité de personnes travaillant à la régie rappelle ce qu'est au fond la question des déplacements publics dans une agglomération. C'est d'abord de la production de services, et cette production de services, c'est d'abord de la main-d'œuvre, et c'est en ça que la régie pèse évidemment énormément en volume d'emploi. L'offre proposée par le syndicat mixte de transport en commun de l'agglomération clermontoise, c'est bien sûr des offres de tramway et de bus sur lesquels on est le plus connu, avec 8 millions de kilomètres produits chaque année, tant pour du transport urbain que pour du transport interurbain et du transport scolaire, ainsi que du transport à la demande. Mais c'est également des services de vélo, avec des vélos en libre service. Nous en avons aujourd'hui 52 stations, un peu plus à nouveau depuis ce début d'année, puisque nous avons ouvert 5 nouvelles stations sur le ressort territorial. Et puis un service de location de vélos à assistance électrique de longue durée. Ce que nous produisons avec ces services, bien sûr, il y a des usagers qui s'en servent, et ces usagers, pour le transport en commun, étaient 32 millions faisaient 32 millions de voyages, une année normale, c'est-à-dire une année avant Covid, ce sont des chiffres de 2019, soit 110 voyages par an et par habitant. Et nous avons, pour ces voyages, en fait, un lot, un panier d'abonnés, 40 000 sur les 300 000 habitants que compte le ressort territorial. Vous avez ici la cartographie de notre ressort territorial, et je ne vais pas insister parce que vous la connaissez normalement largement. Un syndicat, ça a un certain nombre de compétences. Alors sur la partie de gauche qui n'est pas à lire, c'est les compétences telles qu'elles apparaissent dans une délibération du comité syndical. Et si on veut les résumer, les rôles s'exercent comme suit. Nous faisons bien sûr de la planification, et ça se traduit par exemple dans un plan de déplacement urbain, celui qui essaye de fixer une trajectoire de part modale à l'horizon, notamment 2030, celui pour lequel la réduction de la place de la voiture, notamment, est attendue pour un passage de 60% de part modale à un passage à 50% de part modale en 2030. Ce que fait le syndicat, c'est aussi choisir les services, c'est-à-dire choisir l'offre qu'il va être public, qu'il va être capable de proposer sur le territoire. C'est vrai pour le transport en commun, pour le transport à la demande, c'est vrai pour le vélo, c'est vrai aussi pour le covoiturage et l'autopartage. Ce que fait également le syndicat, c'est choisir des tarifs. Et ces tarifs, ils vont être différenciés le cas échéant, suivant le fait d'être abonné ou être occasionnel, ou bien d'avoir plus ou moins de revenus. C'est les choix qui ont été faits par le syndicat mixte sur la zone clermontoise. Nous choisissons aussi de construire des infrastructures qui sont associées à ces offres. Ces infrastructures, elles peuvent être matérielles. Alors, ça va être une ligne de tramway, ça va être demain des lignes de bus à haut niveau de service. Ce sont aussi des infrastructures logicielles, par exemple sur la question de l'information voyageur. Derrière ça, il faut des bases de données, puis il faut du coup des logiciels pour les exploiter. Nous faisons également le choix des exploitants de ces services publics, tant pour les transports en commun que pour le vélo, de la même manière que nous choisissons aussi ceux qui vont construire les infrastructures associées à nos transports. Nous avons un rôle d'information du public, de communication et de sensibilisation. Ça fait partie du projet politique du syndicat mixte, dont Cyril Sineux, qui est également élu à la métropole et qui est vice-président au SMDC, vous parlera tout à l'heure quand il exposera les priorités de la métropole en matière de mobilité. Et puis nous faisons une activité qui est importante aujourd'hui, même si les trajets domicile-travail ne pèsent que 23% de l'ensemble des motifs de déplacement. Nous faisons du conseil aux employeurs au travers des plans de mobilité d'entreprise. Et l'objectif au travers de ça, c'est de sensibiliser les entreprises et surtout leurs salariés à l'usage des transports en commun et des modes doux. Quelques éléments économiques, là je vais parler aussi sous le contrôle du coup de l'agence d'urbanisme qui nous aide dans ces sujets-là. C'est simplement pour rappeler que l'offre de transport public, celle qui est portée par le syndicat mixte des transports en commun, elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste de mobilité. Les dépenses de mobilité des ménages pour la voiture individuelle, par là donc hors infrastructures de transport qui sont financées par la puissance publique, c'est à peu près 550 millions d'euros par an. Il y a plusieurs manières de le calculer. On va trouver quelque chose entre 550 et 650 millions d'euros. Là, j'ai mis la tranche basse. Ces mêmes dépenses de mobilité pour les transports en commun, c'est 15 millions d'euros. Voilà, ça donne une idée économique du poids de la voiture individuelle dans les dépenses de mobilité des ménages. Si on regarde les dépenses en matière de transport en commun,
le SMTC pèse 100 millions d'euros et les dépenses de la SNCF, là c'est également l'agence d'urbanisme qui a pu nous fournir ce chiffre, c'est à peu près 12 millions d'euros sur notre territoire. On peut regarder également les éléments sous l'angle du développement durable avec les émissions directes de carbone par la voiture, 180 à 270 000 tonnes par an. Là encore, il y a des variations, mais ça donne quand même le bon ordre de grandeur pour 1,5 milliard de kilomètres par an parcourus en automobile sur notre territoire, à comparer aux 8 millions de kilomètres que nous parcourons avec nos transports en commun. Et puis, les émissions directes de CO2, cette fois-ci, par les véhicules du SMTC mis à disposition de la T2C, c'est 8000 tonnes de carbone par an. Et puis, on pourrait parler d'autres éléments. Là, je vous ai parlé du bruit et de la pollution. On a eu un très bel exposé tout à l'heure des conséquences en termes de santé publique qui mériterait de figurer sur cette diapositive. En tant que syndicat mixte des transports en commun, nous sommes d'abord un instrument aussi financier. Vous avez vu tout à l'heure, les ménages pèsent 15 millions d'euros dans les dépenses du SMTC. Le budget du SMTC, vous voyez, c'est un budget qui s'établit en dépenses de fonctionnement 91 millions d'euros. Et donc on voit que pour faire fonctionner ce SMTC, il y a besoin d'autres recettes. Nos recettes s'établissent aujourd'hui, s'établissent en tout cas en 2020 à 108 millions d'euros, qui sont payées pour l'essentiel par les entreprises du territoire, celles qui ont plus de 11 salariés, qui ont contribué en 2020 à hauteur de 74 millions d'euros à la réalisation de services de transport en commun, de services de mobilité sur notre territoire. Les usagers, 15 millions d'euros, c'est la dépense de mobilité des ménages dont on a parlé tout à l'heure, mais si on veut être tout à fait honnête, il faut aussi parler des 14,2 millions d'euros qui sont apportés par les membres du syndicat, donc les collectivités publiques, et c'est évidemment une partie de cette recette vient de l'impôt local, mais aussi transfert issu notamment de l'État, qui contribue au budget des collectivités. Pour les dépenses de fonctionnement, on a un peu plus de 75 millions d'euros liés au service. Et ensuite, le syndicat, il a aussi un rôle d'investissement. Par exemple, il a construit les infrastructures tramway. Demain, il construira des lignes de transport en commun à haut niveau de service. Et aujourd'hui, nos dépenses d'investissement sur un budget standard, c'est à peu près 30 millions d'euros. Le projet politique du SMTC, Cyril Sineux en reparlera tout à l'heure, il est constitué autour de 4 axes. Cette diapositive sert à montrer comment aborde en fait un syndicat mixte la question de la mobilité sur un territoire. Il la regarde sous l'angle social, notamment avec la question de mobilité pour tous. On va y revenir un petit peu tout à l'heure. Il aborde sur la question environnementale plus de la mobilité durable. Il l'aborde sous l'angle de l'aménagement urbain, un endroit où nous sommes très connectés au travail de l'agence d'urbanisme et de la métropole. Et il l'aborde aussi simplement dans la question de l'implication citoyenne, l'implication des habitants et donc les questions éducatives, sensibilisation, éducation. On a vu tout à l'heure en matière de santé à quel point ces sujets sont importants, mais c'est vrai aussi dans le domaine des transports. Il est important de pouvoir mobiliser en fait le grand public sur ces questions pour assurer la transition écologique. Le syndicat mixte, c'est donc aussi un organigramme. Cet organigramme, chez nous, il est constitué de 3 grandes directions techniques. Une qui fabrique de l'offre et qui analyse de ce fait les territoires pour pouvoir construire cette offre, qui fabrique également des tarifs. Une direction qui est plus consacrée aux infrastructures, et puis une direction financière, puisqu'on a vu qu'on brassait au sein de ce syndicat beaucoup d'argent. Et puis il y a 2 autres directions tout aussi importantes, une qui tourne autour de la communication et des relations externes, qui est la raison pour laquelle nous pouvons communiquer avec nos partenaires et établir les liens nécessaires à notre activité, qui, comme vous le voyez, est connectée à d'autres enjeux que les simples enjeux de production de transport, et puis une direction des ressources humaines, qui nous permet de fonctionner en tant qu'établissement. Ça, ce sont des cartes de l'agence d'urbanisme. Donc cette diapositive, elle sert à montrer que nous travaillons régulièrement avec l'agence d'urbanisme pour comprendre notre territoire, notamment au travers des enquêtes ménage-déplacement. La dernière date de 2012, la prochaine aura lieu en 2022. Ce sont des éléments assez coûteux. Une enquête de cette nature, elle coûte entre 800 et 850 000 euros par an. 800 à 850 000 euros l'étude. Donc évidemment, on ne peut pas la faire tous les ans, mais c'est une source inestimable de données. Quand nous produisons de la planification, ce qui était une de nos compétences, bien sûr, cela repose sur des modèles. Et ces modèles, ce sont des modèles qui, bien sûr, sont des modèles de transport, mais ils prennent en compte aussi les évolutions du territoire, l'évolution des emplois, l'évolution de la dynamique de logement.
Et puis quand nous travaillons sur les volets sociaux, nous savons aussi travailler, et je pense que c'est un des apports d'Orbimob, c'est aussi pour ça que j'ai mis cette diapositive aujourd'hui, nous travaillons avec des universitaires qui nous permettent de fait d'accueillir par exemple des thésards. Donc on a eu un thésard qui s'appelait Cédric Fondio, on a un nouveau thésard, une nouvelle thésarde qui s'appelle Nathalie Marme, et donc nous avons à cœur de maintenir des liaisons fortes avec l'université pour pouvoir progresser dans le monde de la mobilité qui est aujourd'hui en transition. Nous portons, vous l'avez vu, et Cyril Sineux en reparlera tout à l'heure, des grands projets d'infrastructure, en l'occurrence le projet Inspire, un nouveau souffle pour nos mobilités, avec la création de 2 lignes de bus à haut niveau de service sur 27 km, une restructuration d'ensemble du réseau de transport en commun avec 20% d'offres supplémentaires pour 50% de voyages supplémentaires attendus lors de l'ouverture. Et dans ces sujets-là, nous veillons aussi à nous inscrire dans la transition énergétique de la métropole, raison pour laquelle nous allons construire de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable sur le nouveau dépôt qui permettra d'accueillir les bus du SMTC. Et je voulais juste mettre en conclusion, dans les 2 minutes de dépassement qui me restent, 3 diapositives pour vous situer ce qu'est la complexité en fait d'une véritable approche politique de la mobilité, pas seulement d'une approche technique de la mobilité. C'est-à-dire que quand on veut décider ce qu'il mérite d'être mis en place et auprès de qui on veut, le cas échéant, collecter de l'argent au travers de la tarification, on est confronté à des choix politiques. C'est les choix politiques d'élus qui vont vous être retraduits tout à l'heure par Cyril dans les priorités politiques de la métropole, mais qui me paraissait important de voir avec vous aussi ce matin. Un des sujets, ça a été dit tout à l'heure, vous voyez la ville à 15 minutes, la ville à 30 minutes, l'approche temps de trajet, c'est un sujet qui a toujours été fondamental dans le domaine de la mobilité et ça parle d'une certaine façon de la qualité de service. Maintenant, le type de questions qui sont derrière nous, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement faire en tant qu'autorité organisatrice, une puissance publique pour travailler sur cette question du temps de trajet pour les offres publiques. Est-ce que ce qu'on veut, c'est un temps de trajet plus efficace pour certains déplacements, compte tenu du fait qu'on ne peut pas mobiliser notre argent sur tous les déplacements possibles? Est-ce que ce qu'on veut, c'est définir un temps maximal d'accès à une centralité, ou bien à des équipements, ou bien à des services? Ça, c'est des questions politiques profondes à partir duquel on va structurer une offre de transport grâce aux moyens qui nous sont donnés. C'est donc pas une question simple et c'est pas une question technique, c'est d'abord une question politique. Une autre question politique sur laquelle nous sommes régulièrement du coup amenés à produire sur la base des questions que nous posent nos élus, des recommandations que nous font nos élus dans le bureau syndical et à l'assemblée syndicale, c'est quel type de public cherche-t-on à viser au travers des offres de transport public, qu'il s'agisse d'offres de transport en commun ou d'offres de mode doux. Est-ce que ce que nous cherchons à viser, ce sont des personnes dont les ressources sont modestes? C'est ce que nous avons fait, par exemple, avec la mise en place de la tarification solidaire. Est-ce que ce que nous visons, ce sont les personnes qui ont des difficultés de déplacement, par exemple les personnes à mobilité réduite, ou bien des personnes qui ne peuvent plus non plus se déplacer, ou moins facilement, par exemple les personnes âgées? Ou bien est-ce que ce que nous visons, ce sont au contraire les enfants? Voilà. Autant de questions possibles sur lesquelles les élus sont amenés à se positionner pour qu'ensuite nous puissions construire techniquement l'offre de transport qui est adaptée à cette priorité politique. Il y a une troisième type d'approche qui est évidemment là encore au cœur de l'actualité, puisqu'il s'agit demain de se projeter dans un territoire mieux desservi par les transports en commun et par les modes doux. Eh bien, c'est au fond, que veut-on dire par une approche territoriale de l'offre de mobilité publique? Est-ce que notre sujet, c'est d'être capable de desservir des centralités, par exemple celles qui sont inscrites dans le schéma de cohérence territoriale? Il y a des pôles, voilà. Et donc on pourrait être dans cette vision de desservir ces pôles, ces centralités de notre territoire. Est-ce que notre sujet, c'est de garantir un maillage entre les villes et les quartiers de la métropole? Est-ce que notre sujet, c'est d'amener d'abord de l'offre là où elle est la plus efficace, c'est-à-dire là où la densité de population est importante? Ou bien est-ce qu'on doit avoir un filet de sécurité d'offres dans les zones où la densité n'est pas aussi forte? Et puis, une dernière question, c'est est-ce qu'il doit laisser des zones blanches? Par exemple, un des sujets d'aujourd'hui, nous le savons, c'est la préservation des terres agricoles dans notre métropole. Si tel est le cas, est-il judicieux ou non de prévoir demain des offres de transport dans ces zones, puisque normalement on est supposé les préserver? Et donc là, on est dans des éléments de cohérence
de politique publique. Voilà, ces 3 diapositives, c'était pour bien resituer aussi ce qu'est un syndicat, c'est-à-dire une façon de convertir des questions politiques profondes en une approche technique, une offre de transport public qui n'est elle-même qu'une partie de l'offre de mobilité ouverte sur un territoire, l'offre de mobilité étant aussi une offre de mobilité privée, soit qu'elle soit l'offre de déplacement de chacun des ménages, soit qu'elle se mette dans d'autres types d'offres proposées par d'autres acteurs privés sur notre territoire.